Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Harvest. C'est une cyberattaque qui a vraiment, mais vraiment secoué le monde de la finance en France. Et c'est surtout une étude de cas, fascinante. Elle nous montre parfaitement comment une toute petite erreur peut avoir des conséquences absolument désastreuses pour n'importe quelle entreprise. Pour bien comprendre à quel point c'était grave, il faut commencer par la fin, par les conséquences. Et là, attention, ça donne le vertige. Chez la Maïf, qui était un des plus gros clients de Harvest, des dizaines de milliers de notes ultra confidentielles se sont retrouvées dans la nature. On parle d'infos patrimoniales très, très précises, avec le nom et le prénom de chaque client à côté. C'est le cauchemar absolu tout simplement. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est mais comment? Comment est-ce qu'un acteur aussi important, aussi central dans le secteur financier a pu laisser une chose pareille arriver? Pour le savoir, il faut remonter le fil et disséquer l'attaque. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet, l'anatomie de la faille. Pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, on va décortiquer l'attaque elle-même. On va voir précisément comment les pirates sont entrés et ce qu'ils sont venus chercher. D'abord, qui est Harvest? Attention, on ne parle pas d'une petite boîte, loin de là. C'est un véritable écosystème technologique au cœur du réacteur de la finance, en France et en Europe. Pensez à des géants, BPCE, Crédit Agricole, AXA, BNP Paribas, ils étaient tous clients. Harvest, c'était un pilier, un partenaire de confiance. On comprend donc mieux pourquoi sa chute a provoqué une telle onde de choc. Et puis, tout bascule. Dans la nuit du 26 février, un groupe de hackers qui se fait appeler Ransomwares passe à l'attaque. Mais attention, ce n'est pas un coup de génie sorti de nulle part. Non, ils n'ont fait qu'exploiter une porte d'entrée qui n'aurait jamais, mais alors jamais, dû rester ouverte. Et cette porte d'entrée, c'était une faille de sécurité. Son score de criticité, 9,8 sur 10. C'est énorme. C'est quasiment le niveau de danger maximal. C'est un peu comme si une alarme incendie hurlait à plein poumon et que tout le monde avait décidé de l'ignorer. Alors, c'était quoi concrètement cette faille catastrophique? C'était une vulnérabilité dans un système de téléphonie de la marque Mitel. Et le pire dans tout ça, c'est que cette faille, elle était connue, elle était documentée, et le patch, pour la corriger, il existait depuis des mois. Et c'est là que l'histoire devient presque absurde en fait. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a une menace qui sonne très high-tech, une vulnérabilité logicielle hyper critique. Et de l'autre, l'erreur la plus bête, la plus basique qui soit. Un vieil appareil qui ne servait plus à rien, mais qui est resté là, branché sur le réseau. Sans maintenance, sans mise à jour. C'est par cette petite négligence que tout l'édifice s'est effondré. Bon, maintenant que les pirates sont dedans, le désastre technique va très vite se transformer en désastre de communication. Car oui, la gestion de crise, c'est aussi important que la sécurité elle-même. Voyons un peu comment la situation a dégénéré publiquement. Suivre cette chronologie, c'est un peu comme assister à un naufrage en direct. Au début, le 27 février, on minimise. On parle d'un simple incident. Une semaine plus tard, le 4 mars, on se veut rassurant, peut-être un peu trop vite, pas d'impact sur les données clients. Sauf que la vérité, elle finit toujours par refaire surface. Il faudra attendre le 11 avril, soit 1 mois et demi après l'attaque, pour que Harvest admette enfin que des fichiers ont été publiés. À chaque étape de ce déni, c'est la confiance des clients qui partait en fumée. Et les conséquences, justement, parlons-en. Parce que la fuite de données et la communication chaotique, ce n'était que le début. Comme souvent dans ces cas-là, les vrais impacts se sont propagés en cascade, tel un véritable effet domino, à travers toute l'activité de l'entreprise et de ses clients. Et cet effet domino, c'est vraiment le point clé. Le chaos est total. L'activité est paralysée, les logiciels essentiels sont inaccessibles. On imagine la scène, des conseillers financiers, en plein 21e siècle, obligés de ressortir le papier et le crayon. À ça, on ajoute le fardeau réglementaire, avec la déclaration obligatoire à la CNIL, mais le dommage le plus profond, celui qui est le plus difficile à réparer, c'est évidemment la confiance des clients qui est complètement ruinée. Ok, on a vu le problème. Face à un tel désastre, la question n'est plus si une attaque va arriver, mais bien comment on s'y prépare. Analyser l'échec, c'est bien, mais en tirer des leçons concrètes, c'est mieux. Alors maintenant, passons des problèmes aux solutions. Alors, comment on construit cette fameuse résilience? On peut résumer les leçons de l'affaire Harvest en 4 grands piliers. Le premier, la base de tout, la sensibilisation et la formation. L'humain est la première ligne de défense. Des équipes bien formées, ça change tout. Deuxièmement, le renforcement technique. Ça veut dire des audits réguliers, une maintenance impeccable, tout ce qui a manqué à Harvest, et des plans de continuité. Qu'est-ce qu'on fait si le système tombe? Il faut avoir la réponse avant la crise. Troisième pilier, la diversification. Être dépendant à 100% d'un seul fournisseur, c'est se mettre en danger. Et enfin, le quatrième pilier, qui est un peu le filet de sécurité ultime, s'assurer. Le bouclier de la cyberassurance.
Arrêtons-nous un instant sur ce quatrième pilier, parce qu'il est souvent mal compris ou même un peu méconnu. Pour beaucoup, la cyberassurance, ça reste un concept un peu flou. Il est donc essentiel de voir concrètement ce que c'est et surtout ce que ça couvre réellement quand la crise frappe. Alors, la cyberassurance, c'est quoi exactement? En fait, la définition est assez simple. C'est une protection financière et opérationnelle contre les conséquences d'une cyberattaque. Son but, c'est de couvrir les pertes, qu'elles soient financières, juridiques ou liées à la réputation. Des pertes qui, on l'a vu, peuvent devenir astronomiques. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir l'étendue de la couverture. Une bonne assurance, ça ne se contente pas de signer un chèque après la bataille. Non, ça apporte une assistance immédiate 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des experts pour gérer la crise. Ensuite, ça couvre les dommages directs comme les pertes d'exploitation et même les frais juridiques si les régulateurs s'en mêlent ou si des clients se retournent contre l'entreprise. Quand on met les deux côte à côte, l'image est frappante. D'un côté, le coût d'une attaque, totalement imprévisible, potentiellement illimité, et ça peut littéralement couler une boîte. De l'autre, le coût de l'assurance, une prime annuelle qu'on connaît à l'avance et qu'on peut intégrer dans un budget. On passe d'un risque existentiel à une dépense maîtrisée. Bon, d'accord. Mais ça coûte combien tout ça? On pourrait croire que c'est hors de prix. Eh bien, pour donner un ordre de grandeur, une petite structure avec 250 000 € de chiffre d'affaires peut trouver une couverture de base pour environ 560 € par an. C'est un chiffre qui surprend souvent parce que c'est bien plus accessible que ce qu'on imagine. Et on termine avec cette question, qui est peut-être la plus importante. L'affaire Harvest nous le rappelle. Une catastrophe peut naître d'une simple négligence. Un seul appareil oublié a suffi. Ça oblige chaque organisation à se poser la question, chez nous, c'est quoi le maillon faible? Où se trouve cette faille toute simple, toute bête qu'on n'a pas vue? Trouver cette réponse, c'est sans doute la clé de la sécurité de demain.